Salam alaikum, bonsoir à tous. Donc aujourd'hui, on va entamer un nouveau cours concernant les rappels d'hydrostatique, qui sont des prérequis essentiels du module d'hydraulique générale. Donc l'hydrostatique, c'est quoi? L'hydrostatique, c'est l'étude de l'eau au repos, l'étude des liquides au repos. On s'intéressera dans cette partie à l'étude des forces de poussée principalement. Ça veut dire les forces provoquées par les pressions sur les parois, que ce soit les parois planes ou courbées, leur valeur, leur direction, point d'application. On verra ensuite la flottabilité et l'équilibre relatif qui met en évidence le comportement d'un liquide au repos soumis à une accélération rectiligne en mouvement rotationnel. Ça veut dire le vortex. Donc on va voir tout ça dans les rappels d'hydrostatique. Donc, la première chose dans l'hydrostatique, c'est la pression. La pression est définie comme quoi? Elle est définie comme étant une force exercée sur une surface. Donc, une force par une unité de surface. Donc, mais en hydraulique, on préfère dire que c'est la force qui est générée par la pression. La pression, quand elle rencontre une paroi, une surface, elle va engendrer une force. Donc, on va s'intéresser plus à cette pression. Pression, c'est quoi? Est-ce que c'est un vecteur comme la force? Est-ce que c'est un scalaire qui ne dépend pas de la direction? Donc, pour le savoir, on a une petite démonstration. Supposons un repère cartésien, x, y, z. On va couper le repère cartésien par un plan DCB. Quand le plan coupe le repère cartésien, il nous forme un tétraèdre, comme ça. A, B, C, D. Donc, on va voir quelles sont les forces qui s'exercent sur ce tétraèdre. Les forces de pression suivant X, les forces suivant Y et les forces suivant Z. Maintenant, posons l'aire BCD comme étant DW. L'aire inclinée, la surface inclinée, on va appeler surface élémentaire DW. L'aire perpendiculaire à X, on va appeler DWX, c'est DW cosinus alpha. Alpha, c'est l'angle de projection. L'aire BDA, c'est DWY, DW cosinus bêta. Bêta, c'est l'angle de projection sur un plan perpendiculaire à l'axe Y. Et de même pour DWZ. On va dire dP, c'est la pression élémentaire qui s'exerce sur la surface dW. De même que dWx sur dP avec dPx, dPy sur dWy, dPz sur WZ. Donc, on va supposer que dP, elle est normale à la surface au début. Donc, on va suivre le principe d'Alembert. L'élément ABCD est en équilibre sous l'action des forces suivantes qui sont les forces de pression, dP, X, Y, Z et dP, le poids de l'élément, et les forces d'inertie s'il y a mouvement. Ici, il n'y a pas de mouvement, donc il n'y a pas de force d'inertie. D'accord? Donc, le poids, l'élément est infiniment petit. On va supposer que le poids est négligeable devant les forces de pression. Donc, sur l'axe AX, on va dire que la somme des forces est égale à 0, puisque l'élément est en équilibre. Ça veut dire dP, dW, fois cosinus alpha, l'angle de projection, plus dWx, dPx est égal à 0. Donc, puisque au départ, on a vu que dWx, c'est dW cosinus alpha, ça veut dire dW cosinus alpha est égal à dWx, on va simplifier dWx, ça nous donne P est égal à Px. Ça veut dire la pression suivant perpendiculaire au plan incliné BCD est égale à la pression suivant le plan perpendiculaire X ACD. On va faire la même chose avec l'axe Y et l'axe Z. On va trouver que P est égal à Px est égal à Py est égal à Pz. Ça veut dire que la pression, elle ne dépend pas de la direction. Ça veut dire que la pression, c'est une entité
scalaire. Donc, la pression, la conclusion, la pression c'est une entité scalaire, ça veut dire elle ne dépend pas de la direction, ça veut dire elle a une valeur, un module seulement, et non une orientation. Ça veut dire si on a un point fluide, la pression exercée au niveau de ce point fluide dépend seulement de la position du point fluide, elle ne dépend nullement de la direction. Ça veut dire la direction nord, la direction sud, la direction est, ouest, nord-sud, nord-est, nord-ouest, c'est la même pression hydrostatique qui va s'exercer. Le théorème de Pascal, dans un liquide de fluidité parfaite en équilibre et en mouvement, la même chose, que ce soit en équilibre ou en mouvement, on aura la même chose, la pression ne dépend pas de la direction, elle dépend seulement de la position. La pression en un point est la même dans toutes les directions autour de ce point. Ça veut dire qu'elle ne dépend que de la position du point. Si on a, par exemple, des tubes de disposition différente, de formes différentes, qui sont reliés par un tube commun, si on remplit les tubes, on va trouver que le liquide a la même surface libre, que la surface libre du liquide, elle est horizontale, que le liquide dans tous les tubes est au même niveau. Ça veut dire, pourquoi? Parce que la pression ici, elle dépend de la distance verticale entre le point ici et la surface libre du liquide. Elle ne dépend pas de la forme ni de la disposition du tube. Donc c'est un principe très important d'hydrostatique. Donc, si on va passer à l'application du théorème de Pascal, qui est le théorème de base de l'hydrostatique, on va s'intéresser aux presses hydrauliques. Supposons on a une presse hydraulique comme ceci. On a une force qui est une force faible, une petite force qui va s'exercer sur une petite surface, sur un piston. La force, elle est augmentée à l'aide d'un bras de levier, puisque le moment de la force est égal au moment exercé sur le piston, et puisque le bras de levier de la force exercée est plus grand que le bras de levier de la force exercée sur le piston, ça veut dire automatiquement F1 est supérieur à cette force qui est F. Donc F divisé par la surface S1, ça nous donne une pression. Suivant le principe de Pascal, la pression elle est transmise intégralement au liquide. Donc elle est transmise au deuxième piston qui se trouve avoir une surface qui est beaucoup plus importante. Donc la pression, quand elle rencontre une surface, elle va développer une force. Et puisque la surface S2, elle est plus petite, elle est plus grande que la surface S1, automatiquement la force développée sur le piston S2 est beaucoup plus importante que la force exercée sur le bras de levier afin de soulever cette masse. Donc c'est le principe de base des presses hydrauliques. Donc on exerce une petite force sur une petite surface qui va développer une grande force à l'aide du principe hydraulique de Pascal. Donc, on va s'intéresser maintenant à la démonstration de l'équation générale de l'hydrostatique. Pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre un parallélépipède A, B, C, D, E, F, G, H. Le parallélépipède, il est en équilibre dans le repère cartésien. Donc, on va suivre le même principe puisque l'élément fluide est en équilibre, ça veut dire la somme des forces suivant toutes les directions est nulle. Donc, supposons qu'on a une pression qui va s'exercer sur A, B, C, D, pression P. Ça veut dire à une distance dx qui sépare la face A, B, C, D, à une distance dx, il y a une pression qui va s'exercer sur la face E, F, G, H. Cette pression, elle est égale à P plus la variation de la pression entre la première face et la deuxième face. La variation de la pression, c'est quoi? C'est delta P. Delta P, si on le met sous forme de dérivée, il devient dP dx dx. C'est la variation de la pression suivant x.
Et la même chose, on va faire suivant Y, suivant Z. Ça veut dire, dans toutes les directions, on a une face où P s'exerce, une autre face où P plus dP, dx, dP, dx, dx, dP, dy, dy, dP, dz, dz s'exerce. Donc, on va voir la résultante, comment on va l'obtenir. Bien sûr, la masse du parallélépipède n'est autre que la masse volumique fois le volume élémentaire qui est dx, d fois dy fois dz. Rho, c'est la masse volumique. Donc, on va faire le récapitulatif des forces qui agissent sur cet élément fluide. On a les forces extérieures comme la force de gravité, la force d'inertie, etc. Les forces intérieures comme la force de pression. Donc, on va faire le bilan des forces extérieures. Supposons qu'on a Fx, Fy et Fz, les composantes par unité de masse des forces extérieures. L'ensemble des forces extérieures qui s'exercent sur l'élément fluide. Donc, je préfère dire qu'en mécanique des fluides, on considère que l'accélération, ce n'est pas une accélération, mais c'est une force par unité de masse. Parce que la force, c'est quoi? C'est une masse fois une accélération. Donc, en réalité, l'accélération, c'est une force par unité de masse. Et puisqu'en mécanique des fluides, en hydraulique, on travaille avec des éléments infiniment petits, où la masse elle est infiniment petite, donc on préfère travailler avec les forces par unité de masse. Donc, Fx, Fy et Fz, c'est les composantes de la résultante des forces par unité de masse suivant X, suivant Y, suivant Z. Donc, la totale, c'est Mf égale ρ Fx dx dy dz, ρ Fy dx dy dz, ρ Fz dx dy dz. Ça, c'est l'ensemble des forces extérieures. Ensuite, à chaque fois, on va détailler qu'est-ce qu'on a comme force extérieure. Maintenant, les forces de pression. Comme je vous ai dit, sur chaque face s'exerce une pression. Sur l'autre face s'exerce la pression plus la variation de la pression. Si on prend l'exemple de l'axe X, la variation de la pression, c'est dP dx dx. Si on prend l'axe Y, la variation de la pression, c'est dP dy dy. Ça veut dire, la résultante, le bilan de la pression, c'est la différence entre les deux. P moins P plus dP dx qui est égal à moins dP dx dx. Le signe moins parce que on a considéré que la force, cette force s'exerce au sens contraire de x. Donc, on aurait pu travailler autrement. On aurait pu travailler par force. Ça veut dire on multiplie P fois la surface sur laquelle elle s'exerce, qui est la surface dy dz, et P plus dP dx fois dy dz. Donc, puisque la surface n'est pas nulle, donc on rebondit sur cette expression qui est l'expression des pressions. Ça veut dire la résultante, c'est dP dx dx. Si on veut avoir la résultante des forces, on va multiplier fois dy dz. C'est ce qu'on va faire. On multiplie la fois dy dz. Ça veut dire la surface élémentaire. C'est la force de pression résultante qui s'exerce suivant l'axe des x. Ici, c'est la force résultante qui s'exerce suivant l'axe des y. Ici, c'est la force résultante qui s'exerce suivant l'axe des z. Donc, si on fait la condition d'équilibre suivant l'axe des x, qu'est-ce qu'on écrit? La somme de toutes les forces est égale à 0. Qu'est-ce qu'on a comme force? Les forces extérieures, ρ Fx dx dy dz. Les forces intérieures, force de pression, moins dP dx dy dz. On va simplifier ici. Qu'est-ce qu'on obtient? On obtient que Fx est égal à 1 sur ρ dP dx, en considérant que la surface n'est pas en considérant ici que la surface n'est pas une surface nulle. D'accord? Donc, le volume aussi n'est pas un volume nul. Donc, il est différent de 0. On peut simplifier. Donc, on obtient Fx est égal à 1 sur ρ dP dx, Fy 1 sur ρ dP dy, Fz 1 sur ρ dP dz. Donc, si on veut écrire sous la forme vectorielle, F est égal à 1 sur ρ gradient de P. Gradient de P, ici, ça a une signification très importante.
P ici est considéré comme un potentiel, comme une énergie. Ça veut dire la force, elle est déduite de l'énergie. Elle est tirée de l'énergie. Elle est provoquée par l'énergie. Donc ici, c'est l'énergie qui provoque la force. Donc c'est l'énergie qui est l'essence. C'est le moteur du mouvement qui est l'énergie. Ensuite, on va voir tout ce qui est potentiel, échange hydraulique, etc. Donc si on veut linéariser, qu'est-ce qu'on fait? On multiplie fois dx, fois dy, fois dz. Et on somme. Donc on suppose que c'est statique, ça veut dire P ne dépend pas de T, c'est stationnaire, elle dépend seulement de x, y, z. Ça veut dire la somme des dérivées partielles est égale à la dérivée totale. Donc 1 sur ρ dp est égal à fx dx, fy plus fy dy plus fz dz. Cette équation, il faut la retenir parce que c'est une équation très importante. C'est l'équation fondamentale de la statique des fluides. Et au fur et à mesure de la progression dans le module d'hydraulique générale, on va à chaque fois développer cette équation, ajouter des nouveaux termes afin de décrire beaucoup plus de cas, beaucoup plus de mouvements, de type d'écoulement, etc. Donc si maintenant on va s'intéresser à une surface équipotentielle. C'est quoi une surface équipotentielle? Équi, ça veut dire égal. Potentiel, ça veut dire potentiel. Énergie, potentiel. Donc, équipotentiel, ça veut dire ici égale pression. On peut dire isopièse. Iso, même, pièse, ça veut dire pression. Donc, une surface isopièse, qui est une surface d'égale pression, ça veut dire la pression est constante. Si la pression est constante, la dérivée totale de la pression est égale à 0. Donc, la somme des fx dx plus fy dy plus fz dz est égale à 0. Donc, ça aussi, c'est l'équation dans le cas d'une surface d'égale pression ou équipotentielle. On va voir aussi cette équation plus tard. Donc, le principe de Pascal, ici, il y a une vidéo qui est très intéressante qui vous montre, qui vous explique le principe de Pascal dans les presses hydrauliques d'une manière très pédagogique. Donc, maintenant, on va voir le cas d'un fluide incompressible, ça veut dire ρ est égal constant, soumis à la seule action de la pesanteur. Ça veut dire il n'y a ni fx ni fy, il y a seulement fz qui est égal à moins la gravité, moins g. On a une seule force extérieure qui est la gravité. Donc dans ce cas, si on va s'intéresser à la surface d'égale pression, qui peut être la surface libre d'un liquide, car sur la surface libre d'un liquide, la pression c'est la même, c'est la pression atmosphérique. Donc, dp est égal à 0. Donc, fx dx plus fy dy plus fz dz est égal à 0. On va enlever fx et fy, ça nous reste moins g gravité dz est égal à 0. Donc, ça veut dire z est égal à constant. Et ça, c'est quoi? C'est l'équation géométrique d'un plan horizontal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, dans le cas d'un fluide incompressible soumis à seule action de la gravité, les surfaces d'égale pression sont des surfaces qui sont planes et horizontales. Donc, deux points qui se trouvent sur le même plan horizontal dans un même fluide continu ont obligatoirement une même pression. Donc, on va voir que c'est pas la même chose quand on va faire intervenir d'autres forces extérieures dans l'équilibre relatif. Mais il faut retenir qu'un fluide soumis à l'action de la gravité, la surface d'égale pression, elle est plane et horizontale. C'est pour cette raison que quand on a un seau, on va le remplir d'eau, le plan d'eau, et il est horizontal. Quand on a un verre, on va le remplir d'eau, le plan d'eau est horizontal. Quand on va incliner le verre, le plan d'eau va rester horizontal. D'accord? Donc, ça, c'est une démonstration qui est très intéressante. Donc, on va aller plus loin. Donc, ici, de l'expression précédente, on va dire que P plus
oméga bar Z, on va appeler P étoile. Donc, on va tirer d'ici. Donc, P, c'est la pression. Z, c'est quoi? C'est la cote. Donc, la pression manométrique plus poids volumique fois Z est égal le potentiel total. Donc, le potentiel total, on va diviser par oméga bar pour rendre cette expression en unité en dimension, de longueur. P, newton par mètre carré, divisé par newton par mètre cube, ça nous donne mètre. Donc, on va obtenir P sur oméga bar plus Z est égal P étoile sur oméga bar, qu'on va appeler grand H, qui est la charge hydraulique. Dans le cas, pour la statique des fluides, elle est constante. Elle est constante car il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de perte d'énergie, il n'y a pas de perte de charge. Donc, elle est constante. La ligne de charge, la ligne d'énergie, elle est horizontale. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a la hauteur représentative de la pression, P sur oméga bar, plus Z est égal à grand H. Ça, c'est la première équation qu'on va voir un petit peu plus tard. Donc, P sur oméga bar, hauteur représentative de la pression. Pourquoi c'est une hauteur représentative de la pression? Supposons par exemple, on va revenir au tube incliné ici. Supposons que le tube bêta, c'est un tube en charge qui transporte de l'eau d'un point A au point B. Il est en charge, il est sous pression. On va faire des piquages ici. On va faire monter des piézomètres. Des piézomètres, c'est quoi? C'est des tubes transparents qui vont nous indiquer la hauteur de l'eau, le niveau de l'eau, la pression de l'eau. Donc, on va voir que l'eau va monter à une certaine distance. C'est quoi cette distance ici? C'est la pression. Quand elle a trouvé une ouverture, elle s'est transformée en hauteur. Ça veut dire ici, l'énergie, c'était une énergie potentielle de pression. Ici, ça va devenir une énergie potentielle de hauteur. Ça veut dire la pression ici, elle est égale au poids volumique fois la hauteur ici. P est égal à oméga bar, qui est égal à rho G, fois H. Donc ça, c'est la hauteur représentative de la pression. Cette ligne, c'est la ligne piézométrique. Ça veut dire c'est la ligne qui relie l'ensemble des hauteurs piézométriques. Ça veut dire les hauteurs représentatives de la pression. Donc on va développer beaucoup plus quand on va voir par la suite la dynamique des fluides. Donc ici, on va se contenter de cette expression qui est hauteur représentative de la pression plus la cote du point fluide est égale à H, qui est la charge hydraulique, qui est constante. Donc, P sur oméga bar, si P c'est une pression totale, absolue, elle est égale à la pression atmosphérique sur oméga bar plus H. P est égal à P atmosphérique plus oméga bar H. Donc, il faut différencier ici entre la pression relative absolue. La pression absolue, c'est la pression totale. Ça veut dire en tenant compte de la pression atmosphérique, en ajoutant la pression atmosphérique, en ajoutant la pression provoquée par la colonne d'air qui se trouve au-dessus du fluide. Donc, la pression absolue, c'est la pression atmosphérique plus la pression provoquée par le système hydraulique, par le fluide, par la hauteur d'eau, par la hauteur du liquide. Ici, si on enlève la pression atmosphérique, on tombe sur la pression relative. Relative à quoi? Relative au seuil de la pression atmosphérique. C'est le seuil de la pression atmosphérique. Donc, si le point A représente ici la pression atmosphérique, ici, si on enlève la pression atmosphérique, P atmosphérique moins P atmosphérique, ça devient 0. Donc, les pressions qui sont au-dessus de la pression atmosphérique, c'est des pressions supérieures à la pression atmosphérique. Donc, c'est des pressions manométriques. Les pressions qui sont inférieures à la pression atmosphérique, ce sont des pressions vacuométriques. Et ça, c'est clair, quand on a l'axe des pressions relatives, pression positive quand c'est supérieur à la pression atmosphérique, bien sûr,
pression supérieure pression atmosphérique, ça veut dire pression moins P atmosphérique supérieure à 0. Supérieure à 0, on l'appelle pression manométrique. Pourquoi manométrique? Elle est mesurée par des manomètres. Ici, c'était une pression négative, parce que pression moins pression atmosphérique inférieure à 0. Donc, c'est une pression vacuométrique. Donc, ici, si on s'intéresse à ce point ici, le zéro absolu, le vide absolu, ça veut dire le zéro absolu, le vide absolu, correspond pour la pression relative à moins la pression atmosphérique. Ça veut dire théoriquement, il n'y a pas de pression vacuométrique qui est inférieure à moins la pression atmosphérique, qui est aux environs de 10 mètres colonnes d'eau, aux environs de 1 bar. Donc, pression relative négative minimale, c'est moins 1 bar, moins 10 mètres colonnes d'eau. Il n'y a pas moins. Ça, c'est théorique. Mais dans la réalité, c'est moins 6, moins 7, moins 8, ça dépend. Donc, mais ça ne dépasse jamais moins 10. Moins 10, c'est une valeur théorique qui est appelée le vide absolu. Donc, pour la pression, si on s'intéresse aux unités et dimensions, la dimension de la pression, c'est une dimension de force sur une dimension de surface. La force, c'est quoi? C'est une masse fois une accélération. MLT-2. Masse fois accélération. Divisé par L au carré, ça nous donne ML-1 T-2. Ça, c'est la dimension de la pression. Quel que ce soit le système d'unité, la pression a la même dimension. Donc, on va s'intéresser au système d'unité, divers systèmes d'unités. On a le bar, qui est kilogramme force par centimètre carré, qui équivaut à peu près à 10 mètres de colonne d'eau. Donc, une pression de 1 bar équivaut à pression provoquée par une colonne d'eau de 10 mètres de hauteur. Le pascal, c'est quoi? C'est le newton par mètre carré. On peut transformer directement le pascal au bar. Donc, newton, kilogramme force, centimètre carré. Centimètre carré, mètre carré, 10 puissance moins 4. Newton, kilogramme force, 1 sur 10 à peu près. Donc, 1 bar est égal à 1 sur 100 000 pascal. D'accord? 1 mètre colonne d'eau, 1 sur 10 000 pascal. Le baril, c'est din par centimètre carré. On a vu que le din, c'est quoi? C'est une unité de mesure de la force. Donc, le din, c'est grammes centimètres par seconde au carré. Donc, le din avec le newton équivaut 10 puissance 5 din. Donc, c'est facile de faire la conversion aussi. L'atmosphère, 1 atmosphère est égal à 1,0134 bar. On a aussi une unité très utilisée dans les instruments de mesure de pression qui est le psi. Pound per square inch. Pound, le livre, LB, le symbole LB, per square inch. Le livre, c'est 0,4545 kg force. Le inch, c'est 2,54 cm. Donc, c'est facile de faire la conversion. Donc, c'est inutile d'apprendre par que ça, mais il est très utile de comprendre comment on passe d'une unité à une autre. Pour la mesure de la pression, on a divers instruments. Le plus utilisé, c'est le manomètre. Ici, on a un dispositif qu'on a au laboratoire, c'est un dispositif d'étalonnage des manomètres. Ça, c'est un manomètre type bourdon. Le bourdon, c'est le tube en cuivre qui se trouve à l'intérieur, qui va s'étendre et se comprimer sous l'effet de la pression. Il va nous indiquer exactement la pression. D'accord? Donc, on a le manomètre, on a le piézomètre. Le piézomètre, si on a un dispositif hydraulique là où il y a une pression, si on va ajouter, raccorder un piézomètre, ça veut dire un tube transparent ici, l'eau ou le liquide va monter dans le tube transparent avec à la valeur qui correspond à la hauteur représentative de la pression. Ça veut dire la pression ici est égale au poids volumique du liquide multiplié fois la hauteur
qu'on va lire sur le piézomètre. Et puisque, suivant le principe de Pascal, la pression ne dépend pas de la direction, ça veut dire, ici, quand on incline le tube, on ne l'incline pas, il garde toujours le même niveau. Donc, ici, quand on a des pressions faibles, on préfère incliner les piézomètres pour avoir une lecture beaucoup plus précise. On a aussi des piézomètres en U. On utilise ces piézomètres quand on a un fluide ou un liquide de mesure qui mesure la pression dans un dispositif qui a un autre liquide. Donc, par exemple, on utilise beaucoup le mercure parce que c'est un liquide qui est très lourd, 13,6 à peu près la densité du mercure. Donc, ça nous donne un intervalle de mesure de pression assez conséquent. Donc, par exemple, on a une conduite ici. On va raccorder un piézomètre en U qu'on va remplir de mercure, par exemple. Quand la pression ici est supérieure à la pression atmosphérique, la pression, entre guillemets, elle va pousser le liquide. Donc, il va monter dans la branche ici. Donc, on peut calculer PA facilement. Qu'est-ce qu'on a dit? Les lignes d'égale pression, c'est des lignes droites et horizontales. Donc, PA est égal à la pression ici, dans la branche. Donc, si on descend, ou on peut démarrer de la pression atmosphérique, où la pression relative est égale à 0. Donc, ici, on a une pression relative 0. Si on descend, on va gagner de la profondeur, donc on va gagner de la pression. On est ici, donc on est ρ2 GH2. Si on veut passer de cette branche à cette branche, on va utiliser une ligne d'égale pression. C'est le pont qui va nous permettre de traverser d'une branche à l'autre. Donc, on va traverser ici, ça veut dire la pression ici, elle est égale à la pression ici, qui est égale à ρ2 GH2. Pourquoi on a utilisé cette ligne d'égale pression? Parce que c'est une ligne droite et horizontale qui passe par le même liquide continu. Donc ici, on est ρ2 GH2. Si on monte, on va perdre de la profondeur, on va perdre de l'énergie, donc on va soustraire. Ça veut dire moins ρ1 GH1. On est arrivé ici. Donc cette pression, ρ2 GH2 moins ρ1 GH1 est égal PA. C'est la pression en 1. Et si on a l'inverse, si on a une pression vacuométrique ici, le liquide va être aspiré. Donc il monte à l'inverse. Donc on a ici 0. Ensuite, moins ρ2 GH2 moins ρ1 GH1 est égal à PA. Donc, c'est facile quand on a des tubes piézométriques. Si on monte, on soustrait de la pression, on soustrait, on met moins ρ GH. Si on descend, on met plus ρ GH. Si pour passer d'une branche à une autre, on utilise un pont qui est très utile, qui est la ligne piézométrique. La ligne piézométrique, c'est une ligne droite et parallèle qui passe par le même liquide continu. Donc, on a aussi des manomètres différentiels ou des piézomètres différentiels pour mesurer la pression en 2 points. Ici, par exemple, un piézomètre différentiel en mercure. Donc, on va raccorder ces deux extrémités aux 2 points où on veut mesurer la différence de pression et on va lire la lecture qui se trouve ici. Et la lecture va nous donner directement la pression en utilisant le principe, bien sûr, qu'on a vu précédemment. Ici, c'est la même chose. Si on veut déterminer PA moins PB, qu'est-ce qu'on fait? Si on monte PA moins ρGH1, ensuite, on traverse par le pont qui est la ligne piézométrique d'égale pression. On est ici. Ensuite, on fait plus ρGH. Ensuite, on fait plus ρ2 GH2 est égal à quoi? Est égal à PB. Donc, on détermine PA moins PB ou PB moins PA. C'est pas important. Donc, maintenant,
on a terminé avec la pression. On va voir la pression exercée par un liquide au repos sur une surface libre. Ça, c'est très important. L'ingénieur hydraulicien est souvent confronté à ce genre de problème. Force de pousser sur la paroi d'un réservoir, force de pousser sur une digue d'un barrage, force de pousser sur un mur de soutènement, force de pousser sur une vanne, par exemple, dans une structure hydraulique. Donc, pour calculer la structure, il faut définir, il faut déterminer, il faut calculer ces forces de poussée hydrostatique, qui sont les forces principales. Donc, la force de poussée hydrostatique, elle est définie comme étant la force de pression exercée par un liquide au repos sur une surface de contact. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, quand la pression rencontre une pression, elle va développer quoi? Elle va développer une force. Cette force va agir sur la surface d'une manière perpendiculaire pour provoquer une force de poussée qu'on appelle la force de poussée hydrostatique. Donc, on va essayer de calculer, d'estimer la valeur de cette force, le point d'application de la résultante de cette force et l'orientation de la force aussi. Donc, le centre de poussée, c'est quoi? C'est le point d'application de la, je préfère dire la résultante et non pas la force de poussée. Parce que si on a une paroi, elle est soumise à une action d'un liquide, d'un fluide, en tout point de la paroi, il y a une force de poussée hydrostatique. Donc, celle qui agit au niveau du centre de poussée n'est pas la force de poussée hydrostatique, c'est beaucoup dit, mais c'est la résultante de l'infinité de forces de poussée hydrostatique qui agit sur les surfaces élémentaires qui constituent la surface totale. D'accord? Donc, on va commencer par un cas simple qui est une plaque verticale immergée dans un liquide. Ici, c'est le niveau. C'est la... Ici, c'est la surface libre du liquide. On a la paroi qui a une forme quelconque. On va prendre, c'est une paroi plane bien sûr. On va appeler G le centre de gravité géométrique de la paroi. On va appeler CP le centre de poussée ou AJ, la résultante de la force de poussée. Donc la profondeur de CP c'est HC, la profondeur de G c'est HG. On va prendre un élément de la surface, une bande de surface qui a une largeur de DH élémentaire, ou je préfère dire une hauteur DH élémentaire, et une largeur de B. Ça veut dire la surface élémentaire sur laquelle on va travailler, c'est DS est égal à B fois DH. Donc, quelle est la pression qui s'exerce sur cette surface? La pression, c'est la même puisque la surface, cette surface est une surface horizontale. Donc, la pression, c'est P égale ρ G H. Rho G, c'est pas volumique. H, c'est la profondeur de cet élément de surface. Donc, on va dire que la force élémentaire, c'est la pression fois ds. La pression, c'est quoi? C'est oméga bar poids volumique fois h. ds, c'est quoi? C'est b fois dh. Donc, la résultante, c'est l'intégrale de la fonction qui représente la force élémentaire. L'intégrale, c'est quoi? C'est une somme d'une infinité d'éléments. Donc, on va sommer l'ensemble des forces élémentaires qui s'exercent sur la surface. Ça veut dire intégrale de oméga par h BDH. On va trouver oméga bar intégrale de HDS. Donc, HDS, c'est quoi? On a vu en mécanique rationnelle, c'est une expression qui est très connue. C'est le moment statique. Le moment statique d'une surface, n'est autre que la position du centre de gravité par rapport au repère considéré ici. On a la surface libre, multiplié par la valeur de la surface. Donc, Hg fois S. Donc, si on remplace l'intégrale de HGDS par Hg fois S, on trouve que la force de poussée hydrostatique qui s'exerce sur une paroi plane, elle est égale oméga bar poids volumique fois la profondeur du centre de gravité géométrique fois S. D'accord? Donc, c'est très simple à démontrer. Donc, on a un exemple ici. On a une plaque plane, carré, de côté 0,5. Le centre de gravité se trouve à 0,6 mètres de profondeur. Ça veut dire la plaque, la limite supérieure de la plaque se trouve à 10 cm de profondeur.
on va déterminer la force de poussée totale qui s'exerce sur cette plaque. C'est oméga bar Hg fois S. C'est 9,81 fois 1000 fois la profondeur du centre de gravité 0,6 fois la surface. Donc, en quelque sorte, oméga bar Hg, c'est une pression moyenne. C'est la pression moyenne qui s'exerce sur la surface. Et la pression multipliée par la surface, c'est la force. Donc ici, on a 1,471 kN. C'est assez conséquent. Donc, on va maintenant voir le cas d'une plaque inclinée. Plaque inclinée d'un angle θ. Est-ce qu'elle va suivre la même expression, la même formule ou une autre formule? Donc on va changer de variable. On va utiliser la variable y où YG, c'est la distance entre le point G et le point O, le repère, notre repère. CP, YC, la distance entre CP et notre repère. Mais il y a une relation qui lie H et Y. Y multiplié fois sinus θ est égal à H. YG est égal sinus θ et HG. YC est égal sinus θ HC. Donc, on va suivre la même procédure. DF est égal P, la pression, fois BDY qui est DS. Donc, la pression, c'est autre que le poids volumique fois H, BDY. Puisqu'ici on a H, ici on a Y, il faut uniformiser, avoir la même variable. Donc, on va transformer Y en H. Ou H en Y, ça veut dire DF est égal à oméga B sinus θ, Y dy. On va intégrer. Donc la même chose, l'intégrale de Y ds, c'est le moment statique de la surface par rapport à O. Donc c'est YG fois S. Donc la force, c'est oméga bar fois sinus θ YG. Et on sait que sinus θ YG, ce n'est autre que HG. Ça veut dire, si on remplace, on va trouver F est égal à oméga bar Hg fois S. Donc, la force de poussée hydrostatique sur une paroi plane, c'est la même qu'une force hydrostatique sur une paroi inclinée. Donc, ça veut dire la force de poussée hydrostatique ne dépend pas de l'angle d'inclinaison de la plaque, mais elle dépend de la position du centre de gravité géométrique de la plaque. Ok? Maintenant, on va voir le point, l'inclinaison. Elle influe quoi si elle n'influe pas la force de poussée hydrostatique? On va voir. On va déterminer le centre de poussée pour le cas d'une paroi inclinée. Donc, centre de poussée, ça veut dire c'est une distance, YC. Donc, une distance, une force, ça nous donne un moment. Donc, on va travailler avec le moment élémentaire dm. dm est égal à la force élémentaire df fois y. Donc, on remplace df, passer l'expression ici en y. On trouve que oméga bar, y au carré, sinus carré ds. On intègre et on fait ressortir de l'intégrale les constantes. Ça veut dire, qu'est-ce qu'on a? On a là le moment total est égal à l'intégrale de tout cela. Donc, est égal à oméga bar sinus θ, intégrale de y carré ds. Et y carré ds, on le connaît aussi, c'est le moment d'inertie de la surface par rapport à l'axe, un axe passant par le point O. Donc, M, qui est F, la force résultante fois la position de son de poussée, est égal à oméga bar sinus θ fois I0. Donc, on peut déterminer, si on va avant de cela, on a remplacé F par oméga bar YG sinus θ. Ça nous donne oméga bar YG sinus θ S fois YC est égal à oméga bar sinus θ I0. Donc, on va simplifier ce qui est simplifiable, oméga bar sinus θ. On va trouver que YC est égal à I0, le moment d'inertie de la surface par rapport à un axe passant par le point O.
est divisé par YGS. Et si on doit changer l'axe pour déterminer le moment d'inertie, on doit changer l'axe à un axe passant par le centre de gravité. Pourquoi? Pour avoir des formulations standards de calcul des moments d'inertie. Donc, les moments d'inertie, IG, c'est le moment d'inertie d'une surface passant par le centre de gravité divisé par YGS plus YG. Donc ça, on a fait la translation de l'axe du point O au point G. Donc YC est égal IG, le moment d'inertie de la surface par rapport à un axe passant sur le centre de gravité, divisé par YG fois S plus YG. Donc, on peut changer ou changer vers H, ça veut dire YC est égal H sur sinus θ, YG est égal AG sur sinus θ. Donc, on remplace, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve que HC, la profondeur verticale du centre de poussée, est égal IG, le moment d'inertie fois sinus carré θ, divisé par AGS plus AG. Donc, où se trouve l'influence de l'angle d'inclinaison de la paroi? Se trouve au niveau de la position du centre de poussée. Donc, si la paroi elle est verticale, ça veut dire θ est égal à 90 degrés, donc sinus θ est égal à 1. Donc, si la paroi elle est verticale, HC est égal IG sur HGS plus AG. Donc, on aura sinus carré θ est égal à 1. Donc, ça c'est clair, c'est la formule de détermination de la position du centre de poussée d'une paroi. Donc, le problème se corse quand on a une paroi courbée, car la paroi courbée, on peut la considérer comme une infinité de parois inclinées. Et l'angle d'inclinaison de cette infinité de parois inclinées n'est pas le même. Ici, il est égal à 0. Ici, il est égal à 90 degrés. Donc, comment fait-on pour déterminer la force de poussée qui s'exerce sur une paroi courbée? Qu'est-ce qu'on fait? On va décomposer cette force en deux forces. L'une horizontale qu'on va appeler Fx ou FH. Fx, c'est l'action du fluide. FH, c'est la réaction de la paroi sur le fluide. Et l'action est égale aux réactions, mais elles sont opposées en direction. Fy, c'est la force de poussée hydrostatique suivant l'axe vertical. Donc la résultante, qui est la force de poussée hydrostatique, elle est égale à racine carrée de FH au carré plus Fv au carré. Donc c'est simple. Supposons qu'on va prendre un élément de surface ici. La tangente de cet élément de surface fait un angle θ. Fait un angle θ avec la verticale. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va décomposer la force dF. En dfx, force élémentaire suivant x qui est df fois cosinus θ. En dfy qui est df fois sinus θ. Donc, df, on va remplacer. Oméga bar h ds. df oméga bar ds. On va voir encore plus loin. Pour déterminer fx et fy, on va intégrer. On va obtenir oméga bar intégrale de h sinus carré, sinus θ, pardon, ds. Intégrale de h cosinus θ ds. Donc, on remarque ds ici. Sinus θ. Ah, pardon. Pas sinus. J'ai fait une faute. Je vais corriger ici, pardon. ds cosinus θ est la projection sur une surface verticale. Ça veut dire fx qui est égal à oméga bar, ici j'ai fait une faute de frappe, cosinus θ, pas sinus θ. Fx, oméga bar intégrale de h cosinus θ ds. Donc, c'est cosinus θ ds, c'est la projection sur une surface verticale.
Donc, c'est comme si on va travailler sur la projection de la paroi courbée sur une paroi verticale. On va projeter la paroi sur la paroi verticale, on va obtenir une paroi plane. Donc, comme si on va déposer un miroir, on va voir la forme qui va se projeter sur le miroir. Donc, ça veut dire la forme. Si c'est un cylindre, on va avoir un rectangle. Si c'est un sphère, on va avoir un disque, etc. Donc, on va travailler pour fx comme si on a une paroi plane, comme on a vu en premier. Ça veut dire oméga par hg fois s. Donc, ça y est, on a déterminé fx. Fx est égal à oméga par hg fois s. On travaille comme si on a une paroi verticale. Et G est la profondeur de la projection de la surface sur un plan vertical. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est de la paroi, la force Fy. Qu'est-ce que l'on est de la force Fy? Donc, ds sinus θ, ici, c'est juste sinus θ. Donc, ici, je rappelle, ici, c'est cosinus θ. ds sinus θ, c'est la projection horizontale. Ça veut dire, si je vois la paroi ici, horizontal, 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 segment horizontal fois h, segment horizontal fois h, segment horizontal fois h, segment horizontal fois h, ça veut dire c'est une succession de trapèzes ou c'est une succession de rectangles. Donc c'est une somme de rectangles ici. C'est une somme de parallélépipèdes. Ça veut dire l'intégrale de la force verticale, elle n'est autre que le volume de pression. C'est quoi le volume de pression? C'est le volume compris entre la paroi courbée, la ligne qui représente pression relative est égale à 0, qui peut être la surface libre ou l'extension de la surface libre, et les lignes de projection de la surface courbée sur cette ligne qui représente la pression est égale à 0. Donc si pour cette courbe, pour cette paroi courbée, la force de poussée hydrostatique, c'est le volume compris entre, je vais dire A' ici, C, B, B'. A', B', c'est la projection de C sur la paroi, ou pardon, la surface libre. B', c'est la projection de B sur la surface libre. Donc, il faut être bête et discipliné pour déterminer les forces de poussée verticale sur la paroi courbée. Il faut délimiter tout d'abord la surface courbée. Ensuite, délimiter ou fixer la ligne qui correspond à la pression relative est égale à 0 ou la surface libre. Cette ligne, elle est infinie dans l'espace, elle n'est pas limitée par les parois. On va projeter les limites de la surface courbée sur cette ligne horizontale, sur cette surface plutôt horizontale, c'est pas une ligne, c'est une surface. Et le volume compris entre la surface piézométrique isopièse est égal à 0, la paroi courbée et les lignes de projection, c'est le volume de pression qu'on va utiliser pour déterminer la force de poussée verticale qui est le poids de ce volume de pression. Ce volume de pression peut être un volume réel comme ici. Il peut être un volume qui n'est pas un volume réel mais un volume seulement de pression. Supposons que cette paroi n'est pas ici, elle est ici. Donc ici on n'aura pas de liquide. Mais on aura l'action de la pression. C'est le paradoxe hydrostatique. On aura l'action du liquide, donc il faut toujours prendre les limites de la paroi courbée, les projeter sur la surface libre et faire le volume et délimiter le volume de pression. Donc, ça y est, on a déterminé Fx, on a dit c'est la force de poussée exercée sur la projection de la surface courbée sur un plan vertical. Fy, c'est le volume de pression qui est le poids du volume de pression, pardon, qui est le volume compris entre la paroi courbée, les lignes de projection des limites de la paroi courbée sur la surface d'égale pression relative est égale à 0
et cette surface d'égale pression relative est égale à 0. On va faire des exercices pour consolider la compréhension. On a entre autres une méthode graphique pour déterminer cette force. Supposons on a une paroi plane ici. On veut déterminer la force de poussée qui s'exerce sur cette paroi plane. Supposons qu'elle a une hauteur h, une largeur de b ou une largeur unitaire, par exemple. Donc, cette ligne, c'est quoi? C'est la ligne qui représente la variation de la pression avec la profondeur. C'est une variation linéaire. C'est une répartition hydrostatique de la pression. Ça veut dire la pression au niveau d'une certaine profondeur HI, elle est égale poids volumique ρg fois HI. Au niveau du fond, la pression, c'est ρgH. Donc ici, qu'est-ce qu'on voit? Il se forme un triangle. En 3 dimensions, c'est une épure avec une largeur B. Le volume de cette épure de pression n'est autre que la force de poussée hydrostatique. Donc, force de poussée hydrostatique, si on la calcule par la formule précédemment déterminée, c'est oméga par 1,5 H qui est Hg fois Hb qui est la surface. Donc, on obtient 1,5 oméga par BH au carré. Si on la détermine par le volume de l'épure de pression, on détermine F est égal, le volume c'est quoi? Volume d'une forme pareille, c'est la surface du triangle fois la largeur. La surface du triangle, c'est la base, ρgH, fois la hauteur h, divisé par d fois b. Donc on obtient 1,5 oméga par bh au carré, c'est la même que celle obtenue avec la formule classique précédemment démontrée. De même que la position du centre de poussée. On applique la formule précédemment démontrée. Ag plus Ig sur SHg. Hg, c'est 1,5 H. S, c'est BH. Ig, c'est quoi? Un rectangle. Le moment d'inertie d'un rectangle, c'est quoi? C'est la largeur B fois H au cube divisé par 12. Donc, si on fait ça, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient 2 tiers de H. Et si on utilise la méthode graphique, le centre de poussée n'est autre que le centre de gravité du triangle. Le centre de gravité se trouve à 2 tiers du pic, 1 tiers de la base. Donc 2 tiers de pic, c'est 2 tiers de H. Ça veut dire HC est égal à 2 tiers de H. C'est facile. Donc, si on a un élément seulement, on va regarder l'épure qui se trouve en face de l'élément. On va calculer le volume qui se trouve en face de l'élément. Ici, le volume qui se trouve, c'est un trapèze multiplié fois une largeur. Donc, on peut dire que c'est H1. Ici, ρg H2. Ici, ρg H1. La petite base plus la grande base divisée par 2 fois la hauteur qui est H2 moins H1. On trouve une formule qui est similaire à celle-ci. Donc ça, c'est la méthode graphique. Donc on termine et la prochaine fois, on va se baser sur des exercices. On va faire plein d'applications, plein d'exercices afin de consolider ces concepts théoriques. Donc je vais vous laisser quelques jours pour que vous puissiez bien comprendre ces concepts théoriques, que les connaissances se décomptent très bien, que vous essayez de faire quelques exercices et par la suite on va faire des exercices afin de mieux comprendre l'hydrostatique proprement dite. Donc on se donne rendez-vous dans quelques jours pour la continuité, pour l'application et pour les exercices. J'espère que j'étais clair et explicite, que je ne suis pas allé assez vite. On se donne rendez-vous dans quelques jours. Allez, merci, à la prochaine. Merci.